Il est 9h21, merci d'être avec nous. On parlait de la Chine, Patrick. La Chine a-t-elle menti? Eh ben, on en parle ce matin avec Jean-Philippe Béja, qui est sinologue, directeur de recherche au CNRS et au CERI, qui est le Centre de recherche internationale de Sciences Po. Oui, parce que le ton monte toujours avec la Chine. Bonjour Jean-Philippe Béja. Bonjour. Quand on voit l'interview de Jean-Yves Le Drian ce matin dans Le Monde, il évoque encore ses relations avec l'ambassade, avec la Chine et puis avec l'ambassadeur. Il y a eu vraiment cette phrase de l'ambassadeur qui a dit que la France, avec son personnel soignant, ne s'occupait pas bien de ces personnes âgées dans les EHPAD. Écoutez, c'était sur le site de l'ambassade de Chine en France, donc oui, je pense qu'il a effectivement dit, il y a eu une offensive assez importante de tous les ambassadeurs de Chine à l'étranger sur la manière dont l'Occident avait réagi au coronavirus. C'est un petit peu une réaction évidemment aux critiques qui ont été faites à l'égard de la Chine. En même temps, ce qui est vrai, c'est que les pays occidentaux ne se sont pas distingués par leur grande capacité à gérer l'épidémie, bien qu'ils en aient été informés relativement tôt. Oui, c'est ça. Mais du coup, la Chine, elle réplique aussi peut-être parce qu'elle ne se sent pas très bien. Il n'y a peut-être pas forcément eu de la transparence et de la réaction quand il le fallait face à l'épidémie. Alors écoutez, je crois qu'il faut faire une différence entre le pouvoir chinois et la société chinoise. Ce qui est évident, c'est que les chercheurs chinois, par exemple, dès qu'ils ont isolé le génome du virus, l'ont mis sur le net, donc accessible à tous les chercheurs du monde entier pour pouvoir trouver une parade. Mais évidemment, alors le problème, c'est que le laboratoire qui avait mis ce génome sur le net a été fermé le lendemain. D'autre part, ce qui est évident, c'est que les quelques lanceurs d'alerte qui avaient averti l'ensemble de la population, qui essayaient d'avertir la population sur la gravité de l'épidémie, ont été dissuadés de parler. Certains d'entre eux ont disparu. Et donc, la Chine a réagi de la manière assez classique du Parti communiste chinois, c'est-à-dire la manie du secret et la volonté des bureaucrates de minimiser la gravité de ce qui se passait, parce que il faut que tout se passe bien dans leur région pour pouvoir avoir de l'avancement. C'est une règle classique de la bureaucratie. Alors disons que le pouvoir chinois, le pouvoir central, a lui aussi tardé à faire connaître la réalité de l'épidémie. Il a aussi fait pression sur l'OMS. On a vu que l'OMS a attendu que le secrétaire que Xi Jinping dise que c'était une épidémie pour le dire. Donc évidemment, il y a de grosses fautes de la part de la Chine. Ces grosses fautes et ces grosses... alors pour parler même peut-être de gravité extrême, mais cela n'excuse pas évidemment l'impréparation de nos gouvernements. Oui, est-ce que ce n'est pas un peu dangereux quand je vois que Jean-Yves Le Drian dit aussi parfois Pékin, la Chine, joue sur les fragmentations dans l'Union européenne, enfin grosso modo que la Chine profiterait un petit peu de cela, des différentes divisions qui existent entre à la fois en Europe mais également avec les États-Unis. C'est pas dangereux aussi de jouer avec ça, hein? Écoutez, j'ai envie de dire que Jean-Yves Le Drian est en train de découvrir l'Amérique. Ça fait environ 40 ans que la Chine joue sur les divisions entre l'Europe, les pays d'Europe, et que les pays d'Europe sont incapables de donner une réponse cohérente aux actions de la Chine. Ça, c'est le véritable problème. D'autre part, il est évident que le retrait de Donald Trump de l'ensemble des organisations multilatérales a ouvert un boulevard à Xi Jinping. Alors maintenant, la situation, la manière dont la Chine réagit aujourd'hui avec une telle agressivité risque d'ailleurs de lui faire perdre l'avantage qu'elle avait dans un premier temps, où elle se présentait comme le modèle pour lutter contre l'épidémie. Aujourd'hui, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de problèmes dans le modèle chinois et que ce n'est pas aussi idéal qu'il le disait. Oui, c'est ça. Et en ça, si la Chine effectivement continue d'essayer de s'implanter, c'est qu'elle a compris un petit peu que les États-Unis étaient en situation de faiblesse. Ça, c'est vrai quand on parle depuis quelques jours. Là, on parle beaucoup de l'influence de la Chine dans tous les organismes internationaux. On a parlé de l'OMS, de la FAO. C'est vrai qu'il y a cette stratégie depuis quelques années.
Oui, absolument. Je veux dire, dans la mesure où plus il y a de retraits américains et de démissions et d'incapacité de l'Europe, plus ça ouvre un chemin à la Chine. Et la Chine, ça fait très longtemps d'ailleurs qu'elle s'intéresse notamment à la question sanitaire. Il y a dans le projet d'une ceinture, une route, là, qui est son projet alternatif de mondialisation, il y a un volet sanitaire. Donc, bien évidemment, en plus, le multilatéral, dans la mesure où les États-Unis ont complètement abandonné le multilatéralisme pour Make America Great Again, eh bien, évidemment, les Chinois se sont implantés de plus en plus dans les organisations des Nations Unies. Ils ont, comme vous le disiez, la direction de 4 agences des Nations Unies et ils sont très présents dans les autres. Donc, et on a vu aujourd'hui les effets que ça a, notamment au niveau de l'OMS. Ouais. Et toujours quand même faire confiance à la Chine et à ses chercheurs également, en parallèle de ce qui se fait, nous, en Occident ou aux États-Unis, pour trouver à la fois les traitements et à la fois les vaccins. Oui, de ce côté-ci, je crois qu'il y a effectivement une grande coopération au niveau international, et ça, c'est l'élément positif de cette épidémie. Oui. Mais malheureusement, le Parti communiste chinois cherche à reprendre en main l'information, y compris sur le coronavirus. Par exemple, les articles qui doivent être publiés, qui sont à publier dans les revues scientifiques, sont soumises aujourd'hui au veto du département de la propagande du Parti communiste, ce qui pose quand même véritablement un problème. Si le Parti communiste chinois considère les recherches sur le coronavirus comme secret d'État, c'est évidemment un grand obstacle à la coopération internationale. Mais il faut bien reconnaître que les chercheurs chinois eux-mêmes cherchent par tous les moyens à développer cette coopération et qu'il leur reste quand même un certain nombre de possibilités. D'autre part, la société chinoise s'est exprimée clairement avec la dénonciation du secret et du comportement des autorités au début de l'épidémie. Oui, alors c'est vrai. Alors à propos de secret, Jean-Philippe Béjat, vous qui connaissez bien la Chine, qui vous y intéressez depuis longtemps, est-ce qu'on a une idée là précisément du nombre de victimes qu'aurait fait le coronavirus sur place? Parce que évidemment, quand on a vu les chiffres et quand on voit ceux que l'on a nous en Europe ou aux États-Unis, avec des ravages beaucoup plus conséquents, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi, quand même, non? Écoutez, il est sans doute, certainement, les chiffres ont été sous-estimés. Maintenant, dans quelle proportion, ça, je n'en ai pas la moindre idée. Je suis pas épidémiologue et surtout, je n'ai aucune information. Ce qu'on a vu simplement, c'est qu'il y avait eu énormément d'urnes funéraires qui avaient été distribuées à Wuhan à partir du moment où le déconfinement a commencé. Maintenant, très franchement, je ne saurais dire un chiffre. Je pense que c'est plus. D'ailleurs, les Chinois ont rajouté 1200 morts il y a 2 jours. On verra si les pressions continuent, peut-être qu'on aura encore d'autres informations. Au fond, un jour, on aura sans doute le nombre exact, mais je ne suis pas sûr que ce sera immédiat. Oui, bien sûr. Et puis ça reprend les activités véritablement ou pas en Chine? Quelles sont vos informations, vous, Jean-Philippe Béjat? Écoutez, ce qu'il faut voir, c'est que dans bien des endroits, les activités n'ont jamais complètement cessé. Il n'y a pas eu un confinement aussi fort que chez nous. Simplement, dans la province du Hubei et dans la ville de Wuhan, tout a été fermé. C'était un confinement beaucoup plus fort que ce qu'on a ici. Mais dans d'autres villes, je veux dire à Shanghai, à Pékin, etc., les restaurants, par exemple, les magasins étaient ouverts. Les usines commencent à reprendre, et ça depuis environ un mois. Maintenant, il semble que ce ne soit pas du tout au niveau d'avant la crise. Mais la reprise a déjà commencé et surtout, c'est très différent selon les endroits. Alors, le Hubei est le dernier à reprendre et les usines de Wuhan, apparemment, ont elles aussi commencé à reprendre. Oui, et ça c'est vrai que c'est assez incroyable ce scénario. C'est-à-dire que on parle beaucoup du confinement, on dit oui la Chine a été confinée, sauf que non, ça représentait quoi à peu près, même si c'était difficile de vérifier en fait dans le pays. Il y a eu cette province et puis il y a eu du confinement ponctuel. Oui, il y a eu des confinements. Il y a eu des confinements, par exemple, à Hangzhou, au Zhejiang, dans la Chine de l'Est. Alors, il y a eu aussi un confinement, j'allais dire, spontané, en tout cas des autorités locales, c'est-à-dire que beaucoup de campagnes de résidence ont exigé ont distribué des cartes d'entrée et de sortie aux résidents et ne laissaient pas entrer les gens qui n'appartenaient pas à la résidence. Donc, il y a eu une réponse très diversifiée selon les endroits, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a aussi, depuis le SRAS en 2003, une grande peur de ce genre de contagion et que les gens sortent toujours avec des masques. Aujourd'hui, d'ailleurs, le port du masque est obligatoire et puis il y a des masques aussi. C'est intéressant à savoir.
Eh ben voilà, ça c'est particulièrement intéressant. Merci en tout cas Jean-Philippe Béjat. On ne manquera pas de vous rappeler pour nous éclairer à la fois sur la situation, même si évidemment on n'a pas toutes les informations précises parce qu'il y a une culture du secret, il n'y a pas forcément une transparence totale sur ce qui se fait en Chine. Merci Christine Bouillot, Yves de Kerdrel et Thierry Guerrier et Christophe qui étaient avec nous. Ça nous a permis de décrypter un petit peu à la fois ce qu'a dit le Premier ministre hier, mais également aussi de voir ce qui se passait du côté de la Chine, ce qui est assez étonnant, hein, parce que évidemment c'est parti de là-bas et là-bas ils n'ont pas tous été confinés, loin de là.